Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens enfin pour une mise à jour sur ma santé. Vous avez été plusieurs à me le demander. Si vous me suivez uniquement pour mon contenu en nutrition, je comprends parfaitement. On se revoit à la prochaine vidéo. Pour les autres, pour vous mettre un peu en contexte, je suis malade depuis 2017 de symptômes qui semblent attribués à la maladie de Lyme chronique. Maladie pour laquelle je suis traitée depuis 2018. J'ai commencé mes traitements aux États-Unis et maintenant je suis suivie au Québec depuis 2020. J'ai justement créé une liste de lectures avec tous mes updates santé sur ma chaîne YouTube là, si vous voulez suivre un peu mieux mon évolution. Premièrement, pourquoi j'ai pris autant de temps avant de vous faire une mise à jour? C'est pas prévu, c'était pas prévu. J'ai essayé à plusieurs reprises de prendre la caméra pour vous parler, mais ça se terminait toujours en larmes, pour être honnête. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles sur le moral. Donc j'espère aujourd'hui arriver à terminer sur une note un peu plus positive parce que la dernière chose que je veux, c'est de vous décourager. C'est pas ça qu'on a besoin en ce moment. Et j'ai pas de raison spécifique pour laquelle j'ai eu autant d'épisodes de découragement dans les derniers mois, autre que je pense que je suis juste drainée, essoufflée. Je souffre d'un écœurantite aiguë de vivre dans cet état-là, si je peux me permettre le diagnostic. Il n'y a pas de vacances hein, quand tu es atteint d'une maladie chronique, c'est jour après jour, minute après minute, année après année. Donc c'est ça, je pense que je suis essoufflée, tannée, je veux juste vivre ma vie. Puis j'ai l'impression qu'on m'enlève une partie de ma vie. Mine de rien, je recule pas en âge. J'avais 27 ans quand j'ai commencé à être malade. J'en ai 31 maintenant, j'approche mes 32. Donc, c'est vraiment des moments précieux qui me sont enlevés. Puis j'ai l'impression d'entraîner les gens que j'aime le plus au monde dans mon fardeau. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été facile. Je dois dire que l'été, c'est toujours une période plus difficile pour moi parce que j'ai toujours été une grande sportive. Donc, de voir les gens courir dehors, de jardiner, ça me rend hyper nostalgique. Et je ne peux pas non plus passer sous silence les pertes importantes qui ont eu lieu au sein de notre communauté, des personnes qui ont mis fin à leur souffrance. Ça a entraîné toutes sortes d'émotions, de la tristesse, c'est sûr, en premier, mais aussi de la frustration là, de voir que la cause de la maladie de Lyme avance à pas de tortue et visiblement trop lentement. C'était des personnes avec qui, pour certaines d'entre elles, que j'ai échangé, des personnes exceptionnelles qui portaient un message d'espoir. Donc, ça a été très dur là, d'entendre ces mauvaises nouvelles-là. Ce qui m'amène aussi à mon autre point, la deuxième raison pour laquelle j'ai été un peu plus silencieuse dans la dernière année, c'est que depuis que je suis suivie au Québec, je suis de moins en moins à l'aise à partager mes suivis, à partager mes traitements. Premièrement parce que la maladie de Lyme chronique demeure une maladie hyper controversée, mais aussi et surtout parce que les ressources sont terriblement manquantes et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore dans l'attente, qui souffrent en silence. Je sais ce que c'est. J'ai été dans ces souliers-là. Moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai brisé l'attente en allant aux États-Unis. Mais je peux comprendre à quel point c'est difficile. Donc, c'est ça. Je suis un petit peu moins à l'aise là, de partager, mais considérer que je suis suivie, que je suis sous traitement depuis le début de l'année, un suivi qui est en cours mais dans un contexte de pandémie, donc c'est pas l'idéal, mais je me sens tout de même là, très très privilégiée là, d'avoir un suivi. Maintenant, comment je vais réellement?
Comme vous pouvez deviner, l'image projetée dans mes vidéos est très peu représentative de mon état actuel. En ce moment, j'ai principalement des symptômes invisibles. Donc, j'accroche un sourire, je mets une touche de mascara, puis on ne peut pas vraiment dire que je suis malade. Et ça, c'est de plus en plus vrai au fur et à mesure que je m'améliore. Donc, ça fait en sorte que je me questionne beaucoup parce que, évidemment, je veux rester authentique. Je déteste présenter un visage à deux faces, mais si on veut avancer, si on veut réaliser des choses, on n'a comme pas le choix de mettre un masque par moment. Là, je serais vraiment curieuse à entendre votre avis là, pour ceux qui partagent une condition similaire à la mienne ou qui ont une maladie invisible quelconque. Puis dans un certain sens, ça fait du bien. Comme je vous dis, j'ai été très émotive dans les derniers mois. J'ai eu beaucoup de difficultés à parler de la maladie, à aborder la maladie. Je me mettais toujours à pleurer quand je commençais à penser à ma condition. Donc, on dirait que ça, en quelque sorte, ça a comme fait du bien d'essayer de m'éloigner. Les vidéos me permettaient de m'évader un peu de ma souffrance, de penser à autre chose, de détourner mon attention, de me sentir un peu utile, puis de me donner une raison là, de me réveiller le matin, puis de continuer à persévérer et à avancer. Donc c'est ça. Là. Puis, tu sais, je suis très ambivalente parce que ça me demande énormément d'énergie faire ça. Ça et mes consultations, même si c'est quelques heures, ça me demande toute mon énergie parce que tu sais, le reste du temps, bon, je prépare les repas, je tiens mordicus à mes marches quotidiennes, même si c'est juste 5 à 10 minutes. Je fais quelques tâches ménagères, mais le reste du temps, je suis essentiellement au lit à me reposer en douleur. Là. Donc, comme je vous dis, là, j'ai de l'air très bien dans mes vidéos, mais ça représente vraiment pas ma journée en entier, pas du tout. Puis tu sais, parfois c'est ça m'amène à me demander, tu sais, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je devrais plus concentrer mes énergies à me reposer, à chercher sur la maladie? Parce que j'ai encore l'impression que si je trouve pas ma solution, personne va le faire à ma place. Mais à l'heure où on se parle, j'ai l'impression que ça m'amène plus de bénéfices pour mon moral. On dirait que ça me permet de tenir le coup, comme je vous dis. Donc pour l'instant, je le maintiens là, parce qu'il faut que je garde le cap. C'est ça qui me tient en vie. Bon, maintenant, je vous ai beaucoup parlé de mon état d'esprit, mais comment ça va niveau symptômes depuis le début des traitements, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? J'ai eu des améliorations, entre autres, je n'ai pas eu de récidive, de maux de gorge, de serrement à la gorge, de boules de sang dans la bouche, plus aucune sueur nocturne et je n'ai plus de douleurs invalidantes au bras et à la nuque. Ça demeure parfois inconfortable, c'est fragile, mais jamais là au point de limiter dans mes activités. Ce qui demeure persistant, des symptômes quotidiens invalidants, c'est de loin mes douleurs au niveau sacro-iliaque et membres inférieurs, beaucoup de sensations de brûlement, douleurs articulaires, au niveau osseux, nerveux, avec une grande sensation de lourdeur aux membres inférieurs, parfois accompagnée aussi de troubles de circulation. Là, mes membres inférieurs sont complètement bleutés par moments. Donc ça, c'est de loin ce qui me pourrit la vie au quotidien. Mais je dois dire que pour le même niveau de douleur, je suis capable d'en faire plus. Donc, ce qui est quand même une amélioration en soi et je récupère plus rapidement aussi. Donc, certaines activités qui auparavant, là, sincèrement, je pouvais être un mois KO. Maintenant, là, en 24-48 heures, j'ai l'impression de revenir à mon état de base. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge là, à ce niveau-là. Sinon, encore beaucoup de fatigue. Comme je vous ai dit, je passe la majorité de mes journées à me reposer. Troubles digestifs aussi, qui va vraiment mieux qu'avant, mais qui demeure quand même un problème là, assez régulier. Sensation de fourmillement, de brûlement, particulièrement au membre inférieur, comme je mentionnais tantôt. Encore une fois, sensibilité
sensibilité aux odeurs et aux sons qui est en amélioration, mais qui demeure présent, et encore des symptômes de cystite interstitielle. Comme j'avais dit à mon dernier update, c'est beaucoup moins pire qu'en début de maladie, mais on dirait que j'arrive pas à le corriger complètement. C'est plutôt stable, là, je dirais, depuis le début de mon traitement, avec quelques rechutes assez importantes. Les autres symptômes, parce que j'ai une liste qui est interminable, là, je ne dirais pas tout, sont plutôt intermittents et semblent globalement à la baisse en termes de fréquence et d'intensité. Mais je dois dire que j'ai eu plusieurs rechutes assez importantes durant le traitement, ce qui rend l'évaluation de tout ça assez compliquée, je dois dire. Là. Donc, entre autres, des fasciculations. Je vous avais montré mon épaule, mais là, c'était éparpillé sur tout le corps. Le haut de ma lèvre, les côtes, les jambes, c'était vraiment là partout. Fourmillement, je pense la plus grande intensité que j'ai vécue sur ma main, là, tu sais, ma main, pendant au moins 12 heures consécutives. Cystite, comme je vous dis, généralement, ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu quelques nuits là, où j'ai dû me réveiller là, 10 à 15 fois. Maux de tête et œil gauche qui sont de moins en moins un problème, mais quelques pics par-ci par-là, frissons, et de loin, ma plus grande rechute, c'est vraiment au niveau de la respiration. Le souffle complètement coupé, difficulté à aller chercher son air, difficulté à prendre des grandes respirations. Tu sais, on appelle souvent le air hunger, c'est vraiment ça, là, avoir l'impression de chercher son air, de respirer par une paille. C'était parfois accompagné de tachycardie. J'ai vraiment pas aimé ça. Ça a duré un bon 3 à 4 semaines où est-ce que c'était un problème presque quotidien, et c'est arrivé soudainement. Ça faisait presque 1 an que j'avais pas vécu des troubles de ce genre-là, donc vraiment pas le fun. Mon médecin attribue ça à des troubles dysautonomiques qui peuvent, entre autres, là, être causés par la maladie de Lyme. Donc voilà. Pour résumer, j'ai des améliorations, beaucoup trop lentes à mon goût, mais ça va dans le bon sens. Puis pour tous ceux qui me croisent là, dernièrement, que ça faisait vraiment longtemps qui ne m'avaient pas vue, là, sont vraiment épatés par mon état général. La plus grande réaction que j'ai eue, c'est vraiment mon médecin de famille. Quand elle m'a vue, là, ça faisait plus d'1 an qu'elle ne m'avait pas vue. Pour elle, je suis une femme complètement différente, donc je m'accroche à ces commentaires-là parce que moi, au quotidien, c'est parfois difficile là, de voir mon évolution, mais vraiment, là, tout le monde qui m'a vue sont vraiment là, étonnés, donc ça ment pas. Donc, je m'encourage beaucoup là, avec ces commentaires-là. Maintenant, mon plan de match pour les prochains mois. Évidemment, je vais poursuivre mon traitement pour la maladie de Lyme, mais je veux essayer une nouvelle stratégie parce que jusqu'à maintenant, j'ai été très systématique dans mes traitements, de sorte que j'essayais vraiment un traitement à la fois. Puis, j'avais pas le choix parce que ayant une maladie incertaine avec des traitements incertain aussi, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc, on n'a pas le choix d'y aller de façon systématique pour voir si on répond ou non au traitement. Mais là, ma médication est pas mal stable. Donc là, je veux essayer d'attaquer la maladie sur plusieurs fronts. Donc, je veux essayer là, les thérapies que j'ai mis de côté depuis longtemps. Et l'une d'entre elles, c'est le programme Gupta, qui combine plusieurs techniques basées sur la neuroplasticité. Donc, c'est quasiment un reset du cerveau, là, une reprogrammation, créer des nouveaux circuits. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais je vous promets de revenir sur le sujet si je vois des bénéfices. Puis là, je ne veux aucunement vous influencer. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, mais c'est un programme qui m'avait été recommandé là, initialement par mon médecin de médecine environnementale suite à mon exposition aux mycotoxines. Donc, on verra bien. Puis, je dois dire aussi, j'ai pas grand-chose à perdre. C'est pas invasif là, comme thérapie. Puis, il semblerait que c'est remboursable si je n'ai pas d'effet positif. Donc, on verra. C'est essentiellement du temps et l'énergie que je vais dépenser. Sinon, je veux aussi relancer en physiothérapie spécialisée en douleur.
le physio qui me suivait à la clinique de la douleur, malheureusement, a mis fin au service parce qu'il voyait peu de progrès. Puis, ça entraînait beaucoup trop de douleur, là, comme je vous avais mentionné. C'est peut-être l'acharnement, là, mais je suis persuadée que le mouvement peut faire partie de la solution. Donc, mon objectif, c'est de relancer en physiothérapie. Ensuite, je veux reprendre le Cymbalta. Je vous en avais glissé un mot aussi dans le dernier suivi et je l'avais débuté. J'étais à 10 mg et mon objectif, c'est d'atteindre 30 mg. Mais quand j'ai eu l'annonce que je devais commencer le traitement pour la maladie de Lyme, j'ai comme rebroussé le chemin parce que ça me faisait beaucoup trop de médication à commencer en même temps puis de gérer tous les effets secondaires. Là, j'étais un peu submergée. Donc, j'ai rebroussé le chemin. Mais là, maintenant que ma médication est stable, je suis prête à recommencer. Donc, c'est un peu ce que je veux mettre en place. Ensuite, j'ai d'autres suivis là, qui s'en viennent prochainement. J'ai la physiatrie la semaine prochaine qui est un suivi post-injection au niveau sacro-iliaque. C'est ma deuxième injection que j'ai eue cet été. Malheureusement, je n'ai pas eu vraiment de bénéfice encore une fois. Peut-être une minime diminution de la sensibilité, mais rien de flagrant. Donc, j'ai l'impression que les suivis vont être terminés. C'est vraiment malheureux parce qu'il y avait des belles thérapies à me proposer, mais bon, on verra bien. Puis, j'ai un suivi en génétique au printemps. Si vous vous souvenez, j'avais eu une requête en génétique initialement pour éliminer le syndrome d'Ehlers-Danlos. Qui était moins probable selon ses observations. Il a aussi rejeté au même moment le diagnostic de fibromyalgie. Il penchait vraiment plutôt pour du côté là, inflammatoire, auto-immun, parce que quand je me suis présentée, là, vraiment, tout était visible. Là. Je vous dis que j'ai majoritairement des symptômes invisibles, mais là, mes doigts étaient enflés rouges, mes pieds étaient complètement bleus. Donc, lui, il penchait vraiment plus pour ça. Il a réalisé des tests, tout est revenu normal pour le moment, mais il veut quand même me voir au printemps pour peut-être potentiellement faire d'autres examens parce qu'il est persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas certain de si on va avoir une réponse, mais c'est ça, là, il veut potentiellement faire d'autres examens selon mon évolution et selon ses recherches de son côté. Donc, ça fait pas mal le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Sincèrement, je pourrais parler pendant des heures là, de ce qui se passe. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais aborder avec vous. Mais là, ça fait déjà plusieurs minutes. Puis, je veux vraiment pas passer pour la personne qui se plaint toujours. Là. Je suis vraiment consciente que je suis chanceuse à plusieurs niveaux. J'ai déjà travaillé en milieu hospitalier. Il y a des membres de ma famille qui ont été malades. J'ai échangé avec plusieurs malades. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des pires positions que la mienne. Puis même au-delà de la maladie, j'ai une famille extraordinaire, j'ai un conjoint qui reste à mes côtés malgré ces moments difficiles-là. Je ne sais pas comment le remercier. Je vis dans un milieu sans violence. J'ai la chance d'habiter un pays qui a tellement d'opportunités, puis qui est moins touché aussi par les catastrophes naturelles. Je vis dans un pays où la femme a des droits, donc oui, on a été touché au niveau budget, coupé drastiquement, mais je vis pas dans la misère du tout. J'ai un toit, je m'inquiète pas à avoir de la nourriture dans mon assiette. Donc, je le sais que j'ai beaucoup de chance. Je suis reconnaissante pour tout ça, mais je mentirais de dire que je trouve ça facile. D'apprécier toutes ces choses-là dans la douleur, c'est le défi le plus grand au monde. Puis, ceux qui arrivent là, vous avez mon admiration. Donc, je voulais juste vous dire, là, je suis consciente de tout ce que j'ai. Je ne veux pas me plaindre tout le temps, mais je vous donne la réalité, puis je trouve ça difficile. Je veux dire aussi un énorme merci à tous ceux qui sont là depuis le début, malgré les gros changements qu'il y a eu sur ma chaîne, à tous les nouveaux aussi, puis à tous ceux qui laissent des commentaires. Je veux juste que vous sachiez que vous faites vraiment une grosse différence dans mes journées. Alors, merci énormément. Et pour tous ceux qui sont malades, vous êtes
extraordinaire. Vous êtes important. Laissez jamais personne vous faire penser le contraire. Et lâchez pas, je suis avec vous. Puis accrochez-vous parce que la vie de l'autre côté, elle en vaut la peine, je suis certaine. Donc, on se tient ensemble, on lâche pas, puis on va y arriver. Puis, moi, je vous dis à la prochaine pour mes vidéos de nutrition. Puis sinon, j'espère vous faire des updates là, plus fréquents prochainement. J'espère que ça va remonter là, à partir de maintenant. Donc, voilà, à la prochaine. Passez une belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye bye!